Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Bienvenue dans ce 101e épisode de Bibloom Podcast. Après plus de 3 mois de pause, me voilà de retour. Je partage mes petites anecdotes du moment, comme mon inscription sur Blablacar et l'arrivée de mon 2e livre, mais surtout, je t'emmène avec moi au 15e anniversaire de la Ligue des optimistes de France. J'y ai tendu mon micro à 2 autrices passionnantes, Hélène Gourlin et Nabila Jaffar-Rigal, et au très inspirant Philippe Croison, parrain de cette journée incroyable. C'est parti pour un concentré d'enthousiasme et d'inspiration. Merci à toi d'être fidèle au poste. Hello, hello! Me revoilà! Oui, je sais, ça fait 3 mois. C'est fou, ça. Bon, c'est pas que j'ai pas pensé à vous tous pendant ces 3 mois et à Bibloom Podcast et à toute cette aventure-là, bien entendu. Mais jusqu'à ce matin, eh bien, l'élan n'est pas venu. J'avais pas l'élan et j'étais dans mon mental. Oui, Diane, quand même, il faudrait faire ce 101e épisode. Pourquoi tu y vas pas? Mais parfois, il faut faire quand même un peu des efforts dans la vie. Mon mental, il était vraiment à fond. Et puis, tu le sais, hein, depuis le temps, moi, je fais ce que j'aime et surtout quand j'ai l'élan et la joie et l'envie et de le faire. Et j'espérais quand même que ça vienne parce que ça fait longtemps. Mais c'était là, mais pas vraiment. Et mais je vais dire quoi? Je ne sais pas. Mais je savais que ça viendrait. Je savais juste pas trop dans quel contexte et quand. Et je devais un petit peu lutter, entre guillemets, contre cette espèce de culpabilité de pas faire ce que je devrais, ces choses-là. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi de rester alignée, et pas de... Bien sûr, parfois, je dois faire des petits efforts pour faire certaines choses qu'il faut faire, mais c'est pas... comment? Ça demande juste un effort, mais c'est évident de le faire parce que c'est une obligation. Mais sinon, quand c'est pas une obligation, puis que c'est juste mon mental qui vient me dire, typiquement les podcasts, je veux dire, en soi, non, il n'y a pas d'obligation de le faire. Mais je sais que ça va venir et voilà. Dans ces situations-là, j'essaie vraiment de rester très alignée avec mon élan. Bon, bref, l'élan. Et là, ce matin, il faut quand même que je te raconte parce que c'est de nouveau une jolie petite histoire. Ah oui, et aussi pour me calmer, je me disais que comme vous êtes quand même assez nombreux à écouter des épisodes chaque jour, peut-être qu'il y a passablement de personnes qui ont découvert le podcast récemment et puis qui me disent « Ah, tiens, j'en suis au 46, je suis arrivée au 54e » et qui me font des petits messages régulièrement. Je me dis « Bon, là, ça a donné un peu de temps pour ceux qui rattrapent l'écoute de tous les épisodes. » Ou ceux qui en ont manqué, ou ceux même qui réécoutent. Je sais qu'il y a quelques personnes aussi qui réécoutent régulièrement des épisodes une fois. J'avais fait, je crois que c'était pour le 5e anniversaire, j'avais suggéré de penser à un nombre entre 1 et 100. Enfin, maintenant, ça fait 100, à ce moment-là, c'est un peu moins. Et d'aller écouter cet épisode-là. Il y a peut-être un message pour toi dans l'épisode que tu choisis d'écouter un peu par hasard. Et j'ai eu pas mal de retours avec ça, que c'était génial. Des gens qui m'ont dit « Waouh, mais vraiment, j'ai fait ce petit exercice-là et c'était parfait pour moi à ce moment-là. » Donc, voilà. Alors, bon,
qu'est-ce qui s'est passé cet été? J'ai l'impression que j'ai plus la notion du temps, que j'oublie tout ce qui est pas dans l'instant présent. Bon, il y a eu plein de choses, mais bon, voilà. En tout cas, tout était parfait. On m'a beaucoup demandé comment je me sentais après avoir rendu la salle. Et je me sens très bien. Pour moi, ce qui était vraiment le plus important, c'était que ça continue, que les gens qui la sous-louaient avec moi puissent continuer de l'utiliser. Et c'est le cas. Donc, tout est parfait de ce côté-là. Moi, je suis ravie. Et on m'a aussi beaucoup demandé, mais tu vas faire quoi maintenant? Alors, bon, je pense que j'ai dû le dire déjà dans le précédent épisode, mais c'est une question qui m'a assez souvent surprise parce que ça change rien à ce que je fais. La salle, c'était un lieu, une nécessité pour donner des cours que je donnais, des cours que je donne plus. Donc, j'ai plus besoin du lieu, mais Bibloom, ça continue tout pareil. Bibloom, c'est moi. Je sais qu'il y a un peu de confusion pour certains qui mélangeaient la salle et moi et Bibloom, mais voilà, la salle, c'est maintenant toi, moi, nous, qui est gérée par Hege et Christian. Et Bibloom, voilà, c'est moi. Et ça continue. Bon, je continue mon bonhomme de chemin en accompagnant les gens en individuel avec des entretiens d'enthousiasme, les accompagnements en entreprise, le livre, les conférences, la boutique en ligne, la radiesthésie et mon fameux Airbnb. Voilà, tu sais tout. Ou je t'ai tout rappelé. Donc, mardi, alors que j'attends avec une certaine impatience mes livres, donc j'ai participé à un salon du livre le week-end dernier et voilà, j'espérais les avoir, mais je les ai pas eus. Ça fait rien, le salon du livre était quand même super. Moi, j'adore ce genre de moments-là, de rencontrer des gens, d'échanger, de partager. Donc voilà, j'avais un livre en format 2D, recto verso, la page de couverture et la 4e de couverture. J'ai pu en parler quand même. J'avais bien sûr le premier livre, Les roues des émotions. Enfin voilà, tout était parfait pour moi le week-end dernier. Mais voilà, j'étais quand même assise sur ma chaise depuis quelques semaines à attendre l'arrivée de ce deuxième bébé. Donc en attendant tranquillement sur ma chaise, je prends quand même connaissance de mes mails et je reçois un mail de Cécile Neuville qui a donc préfacé le premier livre et avec qui je suis en contact depuis pas mal d'années maintenant, occasionnellement. Et donc, je suis abonnée à sa newsletter et là, je reçois ce mail qui parle du 15e anniversaire de la Ligue des optimistes français. Ah bon, je dis ça existe, la Ligue des optimistes français. Je n'avais bien sûr jamais entendu parler. Et je vois qu'ils fêtent leur 15e anniversaire à Olivet, qui se trouve à côté d'Orléans, et que le parrain de la journée est Philippe Croison. Et moi, j'aime beaucoup ce monsieur, Philippe Croison, que je trouve extrêmement inspirant et que je mentionne très souvent quand je suis dans des échanges avec des clients ou des connaissances, des amis, peu importe quelle conversation, où je suis un peu considérée comme un optimiste bisounours ou que, oui, quand même, moi, je regarde bien sûr pas les informations, je suis très peu au courant de ce qui se passe et on pense parfois que, voilà, c'est un peu... Enfin, c'est pas bien de faire comme ça et que la vie est quand même dure et qu'on peut pas toujours être optimiste face à des situations délicates, d'accidents, de maladies, de licenciements, de séparations, enfin voilà, toutes ces choses que la vie nous réserve. Et bien sûr, moi, je suis toujours dans une grande sensibilité et empathie pour les difficultés que la vie, elle envoie. Et parfois, c'est vraiment lourd, en effet. Et j'aime beaucoup penser ou m'inspirer de personnes comme ce Philippe Croison dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Enfin, c'est une personne qui a eu un accident en changeant une parabole là, sur le toit de sa maison alors que son épouse est enceinte du deuxième enfant. Il a été électrocuté et il a perdu les 4 membres. 2 bras, 2 jambes, dans un contexte de famille qui grandissait avec ce deuxième bébé qui allait arriver. Imaginez un peu la catastrophe, bien entendu, c'est quand même du gros ça. Et ce monsieur, il est parti en dépression et grande difficulté. Pendant 7 ans, ça a été extrêmement, bien sûr, compliqué pour lui dans sa vie. Tentative de suicide et tout ça. Et je ne sais pas, j'espère que je vais trouver l'information aujourd'hui, je ne me rappelle pas ou je ne sais pas quel a été le déclic à un moment donné pour qu'il remonte la pente et que qu'il transforme tout ça et il a décidé qu'il allait faire la traversée de la Manche à la nage.
Et ce qu'il a réussi à faire avec des prothèses, bien entendu, et toute une équipe qui l'a accompagné. Mais il a réussi cet exploit-là. Et depuis ce moment-là, eh bien, il sait que tout est possible et il a une joie de vivre absolument extraordinaire. Et quand j'ai vu qu'il était au programme, j'ai dit, donc ça, c'est mardi matin, on est maintenant samedi, hein. Et j'ai dit, alors là, je dois y aller. Je dois y aller. Donc, j'ai pris mon billet, j'ai réservé une chambre sur Airbnb. Et j'ai dit, bah voilà, vendredi, je vais partir à Orléans. Et enfin, à Olivet, exactement. Et là, il y a un peu beaucoup de choses. Parce que enfin, c'était clair pour moi. J'ai partagé plusieurs fois aussi. J'ai eu ce grand plaisir d'être interviewée, d'avoir une magnifique conversation avec Nathalie de Cultive ta pensée. Et là, à un moment donné, j'exprimais que, en fait, pour m'aider à prendre des décisions comme ça, il faut vraiment, enfin, j'attends que ça fasse un putain de grand oui. Voilà, c'est délicat de dire des gros mots, surtout quand on veut, je crois, publier en ligne ou sur YouTube. Des fois, ils censurent, mais enfin, que ça fait pas un vraiment méga, méga, méga grand oui, ben c'est non. Et là, c'était un méga grand oui. Et, sauf qu'une fois que j'étais passée à l'action, je me disais quand même, il y a 6 heures, plus de 6 heures de route. Bon, je suis capable de le faire seule, mais ça serait cool si je trouvais quelqu'un qui vient avec moi. Mais bien sûr, avec un délai si court, c'est pas si simple. Et je me suis dit, mais de toute façon, tout ira bien. Et voilà, je vais y aller. Je me réjouis. C'est tout à fait juste pour moi de faire ça. Et mercredi, j'avais une personne dans le Airbnb qui me parle de Blablacar. Et j'avais aussi déjà entendu parler. Il me semble même que j'avais une fois fait un compte, mais enfin, où j'avais annulé. Enfin, en tout cas, j'ai jamais rien fait avec ça, mais j'avais entendu parler. Et là, je me dis, ah bah ouais, tiens, Blablacar, je fais un compte. Et le soir même, bah, je mets un trajet Bulle-Olivet sur cette plateforme. Et le lendemain matin, j'avais des demandes, dont une dame et sa fille qui voulaient aller exactement de Genève à Olivet. Donc, la plus grande partie de mon trajet, c'était quand même plus de 500 kilomètres qu'elle voulait faire avec moi. Et je dis, ça, c'est fou, quoi. Donc, bien sûr, j'ai accepté. Je dis, ah ben voilà, j'avais pas envie de faire mon trajet seul. Ben, je vais pas le faire seul. Et entre-temps, jeudi, j'apprends quoi? Que mes livres arrivent. Comme ils sont livrés chez une amie en France, eh bien, je suis allée jeudi soir chez elle pour réceptionner les livres vendredi matin. Et hier, eh bien, je suis partie. J'ai été chercher cette dame à la gare de Genève et je suis partie pour venir à Olivet. Et donc, je me trouve ce matin sur un banc au bord d'une... Bon, c'est pas hyper joli, mais comme c'est tout noir et que j'ai trouvé un banc, je suis bien contente. Je suis assise dehors, dans le noir. Il est 6h et... je sais pas, et 20 peut-être maintenant. C'est un peu brumeux comme ça, mais c'est très joli. Il y a des arbres autour de moi, des lumières, bon, une route aussi, mais il n'y a pas trop de circulation à cette heure-ci, ça va très bien. Et je suis de retour, voilà, et tellement contente. Là, c'était certain, j'avais vraiment l'élan de venir te raconter tout ça parce que c'était une succession d'événements et voilà, de choses que j'avais vraiment envie de partager. Et oui, en plus, bon, c'était quand même un grand, grand jour pour moi hier d'avoir aussi réceptionné les livres, que c'est fantastique quand même. Et j'étais dans une drôle d'énergie, en fait, je dois dire, parce que comme je partais, enfin voilà, que je suis en route là pour le week-end, je vais rentrer seulement lundi, je vais encore profiter de ma sœur qui habite en Espagne et qui est à Genève en ce moment. Je vais profiter de la voir lundi encore et je m'en réjouis vraiment beaucoup. Et donc, j'étais dans la grande joie, bien sûr, de recevoir les livres, mais pas tellement dans l'élan de partager l'information officiellement. J'avais envie de les garder un petit peu pour moi et de partager avec les plus proches personnes qui... Enfin, voilà, c'était évident qu'il fallait que je leur dise tout de suite parce qu'ils savaient dans quelle impatience j'étais. Et ils me sollicitaient souvent pour dire alors, t'as tes livres, t'as tes livres. Donc voilà, je l'ai dit à quelques personnes, bien entendu. Mais rien d'officiel encore, rien sur les réseaux et pas non plus à toutes les merveilleuses personnes dont tu fais certainement partie si tu écoutes cet épisode de podcast, qui l'ont acheté en avance. Et je suis bien sûr extrêmement reconnaissante à toutes celles et ceux qui l'ont acheté en pré-vente. C'est vraiment magique ça aussi. Et je me réjouis surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de distribuer tous ces livres. Il y en a quand même 83 ou 83.
Et ça va être beaucoup d'échanges et de rencontres et de bons moments passés avec toute cette distribution des livres. Et ça, je vais faire bien sûr avant de partir plus large. Mais j'aime bien privilégier un peu de temps. Aller un petit peu comme ça par étapes pour la distribution et parler de toute cette nouvelle aventure pour moi. Et je prépare aussi avec Charlotte, avec vraiment la précieuse, précieuse, précieuse aide de Charlotte, un nouveau film, conférence, verre philosophique à la fin. Enfin voilà, je prépare aussi tout ça. Mais ça va venir un peu plus tard. Voilà, tu sais à peu près tout. Et j'espère, vraiment, j'espère aujourd'hui pouvoir tendre mon micro à quelques personnes. Je place l'intention très claire de pouvoir tendre le micro à Philippe Croison. Voilà, c'est un peu mon rêve ce matin. Mais dans tous les cas, je reviendrai vers toi au terme de cette journée pour te partager ce qui s'est passé et si j'ai pas pu tendre le micro à quelques personnes. Voilà, on va voir ça. En tout cas, je suis ravie d'être en contact avec toi par ce biais-là, de nouveau. C'est fantastique. Ouh, je suis toute contente. Alors, à tout de suite. Bye bye. Bon, ben voilà, ça y est, j'y suis dans cette journée proposée par la Ligue des optimistes de France. C'est assez génial, tout ce qui se passe ici, bien sûr, comme toujours, des rencontres exceptionnelles. Et alors là, j'ai trouvé deux autrices extraordinaires. D'abord Hélène, et là le hasard a fait que nous avons dormi dans le même Airbnb, c'est assez drôle. Et Hélène, elle a une table ici avec tous ses livres et je vais lui passer directement la parole. Donc, en fait, dans la journée, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a plusieurs maisons d'édition qui sont là, il y a des auteurs. C'est un peu un mélange et tout est vraiment exceptionnel. Et donc, Hélène, dis-nous un peu, toi, tu as aussi un parcours qui est quand même assez particulier et super inspirant, où tu as fait une transformation dans ta vie et j'aimerais bien entendre un petit peu ton histoire et qu'est-ce que tu écris. Déjà, merci Diane pour cette petite interview improvisée. Donc, pour me présenter, je suis passionnée par l'être humain. Et j'ai été 12 ans dans l'armée. J'ai fait une carrière en tant qu'officier pendant 12 ans. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout heureuse, que je me mentais à moi-même. J'ai pris la décision très difficile de quitter l'armée et de partir en stop, au hasard, sans argent, sans eau, sans nourriture, sans téléphone, plusieurs fois à la rencontre de moi-même, des autres et du monde. Et pendant ce long cheminement, l'écriture s'est invitée. Et aujourd'hui, j'écris des romans initiatiques avec un voyage intérieur et extérieur, basé sur des expériences de vie que je vis et des recherches, des immersions, des interviews, pour être au plus près d'une vraie immersion pour le lecteur. Moi, je trouve ça vraiment hyper inspirant. Donc, tu décides un jour de partir en autostop. Ça, déjà, ça, j'adore. Et dis-nous alors un peu où le hasard t'a amené et où est-ce que tu as dormi et raconte un petit peu comment tu as vécu ça, jusqu'où tu es allé, combien de temps tu es parti. Raconte un peu tout ça. Alors déjà, pour le contexte, quand j'étais à l'armée, je vivais dans un logement réservé aux militaires. Et en partant, j'ai dû quitter ce logement et j'ai atterri dans une coloc à 13 personnes. C'est là que j'ai rencontré une personne qui m'a un petit peu initiée au lâcher-prise et au voyage en stop. Et nous sommes partis à deux, dans un premier temps, de Choisy-le-Roi. Et nous avons suivi en fait là où les personnes allaient pour atterrir en Allemagne. Donc, comment on a fait? C'est que là, ça m'a fait travailler quelque chose de très compliqué pour l'être humain. C'est que c'est très facile de proposer son aide à une personne, mais c'est très difficile de demander de l'aide. Là, notre ego, il est en jeu parce qu'on se sent vraiment vulnérable quand on est en demande d'aide. On a l'impression d'être en posture de faiblesse et d'infériorité. Donc, on demandait aux gens de pouvoir loger soit chez eux, soit dans leur jardin, et également
la nourriture. Donc par exemple, je me rappelle que notre première nuit, c'était atroce pour moi de faire ça. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai fait parce que je voulais pas. C'est mon compagnon qui est allé en fait frapper chez des gens qui nous ont accueillis les bras ouverts et on a dormi dans leur jardin. Ils nous ont fait un repas gargantuesque. Et moi, je suis certifiée maître praticienne en hypnose et pour les remercier, j'ai fait une séance d'hypnose à notre hôte qui voulait arrêter la cigarette. Voilà, on a hébergé chez des Allemands aussi dans une caravane, dans la caravane de leur jardin. Voilà, plein d'aventures comme ça. Super, ça fait vraiment penser à Nu et culotté. Tu connais? Oui, d'accord. Donc oui, ils s'invitent aussi, ils partent sans argent, sans rien, ils s'invitent. Ils sont tout nus. Ils sont tout nus, mais nous, non, j'ai préféré garder les vêtements parce que c'était un peu trop là déjà. Passer de l'armée à je pars sans rien du tout, si en plus je n'ai pas de vêtements, non, ça va pas le faire. Ça l'aurait pas fait. Bon, ils sont pas nus très longtemps, hein. Ils commencent par s'habiller rapidement, mais enfin, en effet, après, ils savent pas où ils vont dormir et ils offrent des services aux gens qui les accueillent. Et donc, maintenant, tu as écrit plusieurs livres. Donc, tu as complètement changé. Est-ce que tu vis de ta plume, comme on dit? Alors, comme tous les écrivains, non, je ne vis pas de ma plume. J'ai un métier à côté. Je travaille pour une société qui est spécialisée dans le transport des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que tu vis de ta plume? Est-ce que tu vis de ta plume? Combien tu gagnes? Je comprends, hein, parce que l'argent fait ce monde, en fait, malheureusement. Mais il faut savoir que même les écrivains les plus connus ne vivent pas de leur plume. En fait, le système financier du monde de la littérature est construit de façon à ce que l'auteur ne puisse pas vivre de sa plume. Donc, les Aurélie Valogne, les Maud Ankawa, ils ont un métier à côté. Maud Ankawa, elle est consultante pour des entreprises. Elle crée des voyages et des séminaires. C'est pas possible, en fait, aujourd'hui, de vivre de ses droits d'auteur parce que c'est des sommes qui sont ridicules, qui sont même inférieures au montant d'un loyer par an. D'accord, bon, ça donne pas un grand espoir. Mais donc, à côté de ton métier, tu as quand même écrit, tu m'as dit, 5 livres déjà en 5 ans, un par an. Le 5e là sort en octobre. Et puis j'ai révélé la couverture il y a quelques jours et le titre, il s'appelle 1000 battements. Et c'est l'histoire de Nina, sapeur-pompier hyper active et à bout de souffle, qui ressent le besoin de faire une pause et de fuir les fêtes de fin d'année qu'elle déteste tant en faisant un voyage en van. Et sur un quiproquo, elle va faire ce voyage avec Milo, un chercheur en Bretagne, au hasard. Et durant ce voyage, ils vont découvrir qu'un lien les unit. Un lien dramatique et ils vont évoluer et à apprendre à surmonter ce lien pendant ce voyage. Et pour ce livre, ce roman, j'ai été sapeur-pompier pendant un petit temps, sapeur-pompier volontaire, et j'ai fait une immersion dans le milieu des chiroptérologues. Donc les chiroptérologues, ce sont les spécialistes des chauves-souris, parce que Milo, dans mon roman, est un chiroptérologue. Voilà, donc il y a 2 sujets qui me sont chers, c'est la santé mentale des sapeurs-pompiers dans ce roman et la préservation de notre environnement. Voilà, en mettant en lumière un animal absolument indispensable à notre environnement qui est la chauve-souris qui souffre d'énormément de croyances limitantes. Ça, c'est quand même drôle parce que, bon, je ne l'ai pas raconté dans le podcast, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, sont au courant de certaines de mes histoires. Et figure-toi qu'il y a un mois peut-être, je me suis retrouvée avec une chauve-souris dans mon appartement en ville de Bulle, terrorisée bien entendu, la chauve-souris certainement, mais moi aussi. Et figure-toi qu'il y avait un gars qui dormait chez moi dans le Airbnb, à qui j'ai demandé s'il pourrait m'aider parce que j'avais bien peur. Eh bien, le gars, il m'a dit, pas de problème, il est sapeur-pompier. Je ne le savais pas. Lui, il était là pour faire une formation de parachutiste. Il est sapeur-pompier. Et il m'a dit,
il s'est occupé de la chauve-souris, voilà, on l'a mis dans un carton, j'ai été l'amener au musée d'histoire naturelle à côté de chez moi. Et il m'a dit, je viens de faire une formation pour savoir comment s'occuper des chauves-souris dans le contexte de mon travail de sapeur-pompier. Ah bah oui, tu penses que c'est incroyable? Je ne savais pas qu'il y avait des formations pour les sapeurs-pompiers et des spécifiques chauves-souris. Je sais qu'on est formé pour les animaux, ça j'ai suivi la formation, mais je ne savais pas qu'il y avait spécifiquement pour les chauves-souris. Alors oui, en Suisse, il y a ça. Alors, c'était les oiseaux et les chauves-souris. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une bénédiction d'avoir ce gars dans mon appartement ce jour-là parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Et lui, ça lui a pris 1 minute et demie. Il s'est occupé de cette chauve-souris. Enfin bon, je trouve que la vie, elle est vraiment, vraiment, vraiment drôle. En tout cas, redis ton nom et si tu as peut-être un site internet ou... Alors, je suis Hélène Gourlin, AIN à la fin, et mon site internet, c'est www.hélènegourlintoutattaché.com et je suis également sous Instagram et LinkedIn et Facebook sous le nom Hélène Gourlin. Super, en tout cas, je remettrai ça aussi dans le texte en dessous de ce podcast avec les liens, bien entendu. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir répondu à ces d'avoir eu cette petit échange tout à fait spontané, comme tu l'as dit au début. Et alors, on a de la chance parce qu'il y a une autre personne en face de nous, aussi une autrice qui a publié aux éditions Maya, comme moi. Alors, je me réjouis de te tendre le micro, Nabila. Et toi aussi, explique aux auditeurs et auditrices de Bibloom Podcast ton histoire parce que c'est aussi extraordinaire. Bonjour, merci à Diane de m'interviewer parce que c'est, on va dire, inattendu. Donc, c'est voilà, en live. Et je suis donc Nabila Jaffar Rigal. Je suis nouvelle auteure à la retraite. Je suis nouvelle auteure aux éditions Maya et je viens d'écrire mon livre qui s'intitule « Tu verras le monde à travers mes yeux ». Ce livre est un récit autobiographique puisqu'il raconte ma vie, mon histoire, d'une femme qui a une vie très atypique puisque je suis d'origine libanaise, née au Sénégal de parents immigrés. Et j'ai grandi au Sénégal et je suis rentrée à l'âge de mes 38 ans en France avec mes enfants et mon mari. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu as écrit ce livre suite à un événement quand même dans ta vie qui a été très étonnant en fait, concernant ta vue, n'est-ce pas? Alors, à l'âge de mes 63 ans, je me faisais soigner pour une cataracte et en fait, je n'avais pas que la cataracte, j'avais un problème de cornée. J'avais une cornée aguttata et je n'avais plus de cornée. Donc, je perdais la vue petit à petit sans m'en rendre compte. Et le fait de me dire que je vais être aveugle m'a bousculée et m'a ramené 40 ans en arrière à une promesse que j'ai faite à ma sœur aînée sur son lit de mort à l'âge de 25 ans. Je lui avais promis qu'elle continuerait à voir le monde à travers mes yeux, d'où le titre de mon livre « Tu verras le monde à travers mes yeux ». J'ai eu ce besoin d'écrire pour justement raconter mon histoire à mes enfants, à mes petits-enfants, au public. Et puis cerise sur le gâteau, j'ai pu être éditée. Et mon livre donc, est sorti aux éditions Maya. Donc j'avais vraiment ce besoin de raconter ma vie d'émigrée, ma vie de femme mariée, ma vie de patiente greffée aujourd'hui, puisque j'ai subi en pleine période de Covid 2 greffes de cornée. Je revois, je revis, et aujourd'hui je peux dire merci et une immense gratitude pour mes 2 donneurs de cornée. Et je respecte la promesse que j'ai faite à ma sœur, qu'elle continuera à voir le monde à travers mes yeux. Donc pour moi, c'est une immense gratitude et j'avais besoin d'écrire ce livre pour raconter justement cette vie, un peu chaotique, mais une vie avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir, surtout pour le public, pour le monde. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'est vraiment magnifique et ça correspond à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui dans cette journée où on a une salle pleine d'enthousiastes et d'optimistes et qui croient en la vie, qui expriment la gratitude envers la vie. Et c'est juste magique aussi cette
de puissance, de promesses que tu as fait à ta sœur. Et c'est plein de symboles, en fait, hein, que maintenant tu as en plus de nouveaux yeux. Moi, j'étais très touchée, vraiment très, très touchée par ton histoire et par le partage que tu as fait. Et je ne peux que te souhaiter que tu puisses parler de ça. Tu as expliqué aussi que tu as fait une conférence à Paris. Oui, tu peux raconter ça aussi? Alors, j'ai été invitée à Paris par le professeur Bourges, Jean-Louis Bourges, qui m'a opérée à l'hôpital Cochin, parce qu'en fait, ils n'ont pas le retour de personnes greffées. Et donc, j'ai été invitée à une conférence à Paris, justement, sur le thème les tissus, puisque la cornée est considérée comme un tissu et pas un organe. Et donc, j'ai témoigné en tant que patiente greffée pour remercier tout ce corps médical à qui on ne dit jamais merci. Et pour moi, c'était une immense gratitude de pouvoir témoigner auprès de médecins, chercheurs, femmes de ménage, cuisiniers, infirmiers, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et dont on a besoin et à qui on ne dit jamais assez merci. Donc un grand merci. Wow, c'est juste génial. Alors, j'espère trouver d'autres personnes encore à qui tendre le micro dans cette journée hors du temps comme ça et où tout est rempli de joie et de gratitude et d'enthousiasme et de sourire et vive la vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, oh là là. Bon, bah, je suis de retour encore. Comme j'avais dit ce matin, j'avais un rêve. C'était de pouvoir tendre le micro à Philippe Croison. Et Philippe Croison est en face de moi. Et je suis hyper émue. Et je me réjouis tellement d'avoir quelques minutes de conversation avec toi. Tu m'as dit qu'on pouvait se tutoyer, c'est OK. Alors, merci. Juste le contexte, on sort d'une conférence juste exceptionnelle. J'ai pleuré comme un bébé. J'étais émue, mais vraiment, enfin, j'étais pas émue, j'étais en larmes. Et je pense qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle. Tu as fait une prestation extraordinaire. Et ensuite, tu es venu faire des dédicaces. Tu es présent pour tout le monde. Et moi, encore après, j'arrive et je te sollicite pour Bibloom Podcast. Et toi, tu dis, mais oui, bien sûr. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc, personne te connaît, je ne sais pas, oui, beaucoup de monde te connaît, mais peut-être pas dans Bibloom Podcast. Alors, s'il te plaît, résume ton parcours. Voilà. Effectivement, on sort de scène, je suis encore un peu essoufflé, tu vois, ça fait quand même peut-être 3/4 d'heure maintenant qu'on a fini la conférence spectacle, mais je suis encore essoufflé, c'est un moment de partage, j'adore les partager, tu l'as très bien dit. Et donc je m'appelle Philippe Croison, aujourd'hui j'ai 56 ans et à l'âge de 26 ans j'ai eu un accident avec une ligne électrique 20 000 volts qui ont traversé mon corps et pour me sauver la vie il a fallu m'amputer les 4 membres. Et quand je me réveille après 2 mois de coma, j'ai mon petit bébé qui arrive au monde, mon deuxième garçon, il arrive au monde en même temps que moi. Et je demande à l'infirmière de le mettre à la télévision. Et la première chose que je vois, c'est une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. Et je me suis dit, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserai pas la Manche à la nage? Après un long parcours de vie, bien sûr, hein, je l'ai expliqué sur scène, plusieurs années dans mon canapé, à franchir les 5 phases du deuil. Hein, la négation, la colère, la dépression, la négociation, et ainsi de suite, et jusqu'à l'acceptation. Et jusqu'au jour où je rencontre une nouvelle fois l'amour, ma Susanna, qui m'a offert pas des ailes mais des palmes pour réaliser mes aventures. Et c'est comme ça qu'on est parti dans la traversée de la Manche à la nage. C'est vraiment incroyable. Et moi, donc j'avais entendu ça, que tu as traversé la Manche à la nage. Et puis moi, j'étais sûre que tu avais des prothèses. Et là, on a vu des images. Et en fait, tu as traversé vraiment, en tout cas au niveau des bras, sans prothèse. Au niveau des jambes, tu as des palmes, mais au niveau des bras, tu n'as pas de prothèse. Comment tu avances comme ça? Enfin, qu'est-ce que tu as partagé sur l'entraînement et tout? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Faut savoir que quand je commence l'entraînement, j'ai 40 ans. Je suis gras comme un lardon. Je fais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sportif. Je ne sais pas nager. Et je monte une équipe incroyable. Arnaud Chasserie, Jacques Tuzet, 2 nageurs longue distance français qui ont réussi la Manche. L'ancien kiné de l'équipe de France de football 98, mon cardiologue. Je monte une équipe de winners et je leur file le paquet et je dis transformez-moi. Vous avez 2 ans pour me transformer. Et en 2 ans de temps, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Parce que je n'y connaissais rien. C'est un peu la phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et en 2 ans de temps, c'est 4000 km de natation, 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine. Et pendant 2 ans, c'est nager, manger, dormir. Nager, manger, dormir, que ça. Tout ça pour atteindre l'objectif
Il faut savoir que la traversée de la Manche, le taux de réussite chez les valides, depuis 1875, il est de 10% seulement. Il y a seulement 10% des gens qui réussissent. Mais moi, c'était dans ma tête, il fallait que j'aille au bout. Je savais qu'on allait réussir. Et quand il y avait des moments de difficulté, et que Susanna craquait ou moi je craquais, je disais, mais si on va au bout, on va changer notre vie. On n'aura plus la même vie. Il se passera quelque chose, ça me paraît évident. Et donc, c'est pour ça que dans ma tête, il fallait que j'aille au bout. Et c'est ce qui m'a tenu pendant toutes ces années. Ça et la confiance que les gens m'ont accordée. C'est ce que j'ai expliqué sur scène. À partir du moment où il y a une personne qui a dit oui, dans mon aventure, dans notre aventure, je ne peux plus m'arrêter. Quelqu'un a dit oui. Quelqu'un m'accompagne. Donc, il m'a accordé sa confiance. Et à partir de ce moment-là, rien ne peut m'arrêter. Oui, ça on a bien vu que rien ne pouvait t'arrêter. C'est juste tellement impressionnant. Tu as fait encore d'autres exploits, en fait. Tu peux nous parler peut-être du suivant que tu as fait? Après, vous savez, il y a deux sentiments qui vous attaquent quand vous avez fini la traversée de la Manche. On repart en Angleterre, c'est la tempête. Et il y a deux sentiments, mais d'une puissance incroyable. La joie qui m'envahit, je rigole, je suis heureux, et la tristesse. Les deux se mélangent, c'est fini. C'est fini. J'allais me séparer de mon équipe. Vous savez, tout le monde retient la traversée de la Manche. Mais le plus beau, c'est pas ça. C'est pas la traversée de la Manche. C'est les 2 ans de préparation. C'est le travail d'équipe. Et je repartais en Angleterre et je savais que j'allais rentrer chez moi, que ça allait être fini. Et là, un jour, j'ai regardé la map monde et j'ai vu qu'on pouvait relier les 5 continents à nage. Et je suis parti dans cette aventure avec un de mes copains. Je voulais vraiment qu'il y ait un message fort, un nageur valide et un nageur handicapé ensemble. On est tous capables de faire la même chose. Et on a relié les 5 continents à nage. D'ailleurs, vous pouvez trouver, pour vos auditeurs qui nous écoutent, Nager au-delà des frontières sur YouTube. Le film est gratuit. 110 minutes de pur bonheur, de partage. On commence avec les Papous en Papouasie et on termine avec les Inuits dans l'hémisphère nord. Ben voilà, c'est juste une aventure humaine. C'est plus du sport, c'est plus un exploit sportif, c'est une aventure humaine, ouais. Magnifique. Et puis encore après, tu es parti dans une aventure complètement différente encore après avec... je vais te laisser dire. Oui, après, c'était 3 ans après les 5 continents. Susanna a commencé à s'ennuyer un petit peu, puisqu'elle adore faire les festivals de l'aventure. À chaque fois, il y a toujours un documentaire, un film. Et elle me dit, chérie, tu voudrais pas repartir à l'aventure? Et là, quand elle me dit ça, je me souviens d'un truc, quand j'étais gamin, je regardais le Dakar. Et je dis, je vais être pilote sur le Dakar. J'ai pas de bras et pas de jambes, il faut que je trouve des ingénieurs, il faut que je monte une bagnole, il faut que je monte une équipe. Et en 2 ans de temps, on monte une équipe, on s'entraîne au Maroc, on s'entraîne en Espagne, partout. Et le plus dur dans toutes mes aventures, parce que ça, il faut vraiment le dire à ceux qui nous écoutent, c'est de trouver des partenaires, trouver des sponsors. Et je l'ai dit sur scène, j'ai jamais eu un sponsor avec un mail ou un coup de téléphone. À chaque fois que je vis un sponsor, c'est quand je suis rentré dans son bureau, que je lui ai parlé, que je l'ai fait rêver, que je suis devant le dirigeant. Et je dis, je vais le faire le Dakar. Tu vas être avec moi et ça va être marqué sur ma bagnole. Et c'est comme ça que j'arrive à convaincre des gens de venir avec moi dans mes aventures. Donc, et c'est comme ça qu'on est parti dans cette aventure complètement dingue, d'être pilote sur le Dakar. Et quand je fais ma première épreuve, c'est une épreuve de championnat du monde, le rallye du Maroc. Et là, je termine 15e sur 200 au départ. Donc ça marque les esprits. Et c'est comme ça que je termine à avoir des sponsors pour aller au Dakar. Et terminer 48e, en étant en panne tous les jours, on m'appelait le chat noir, tellement j'avais des galères pas possibles. J'ai rentré à 1h, 4h du matin, mais j'étais mort, fatigué. Les mécanos voulaient arrêter, je dis non, on n'arrête pas les gars. Je dis on va au bout, on va à Buenos Aires, on va sur le podium. Et on a été au bout. Exceptionnel. Donc moi, je suis ici parce que je t'ai entendu sur une vidéo, je pense que tu es sur LinkedIn, et je parle très souvent de toi parce que souvent, voilà, les gens qui rouspètent, qui sont pessimistes et tout ça, ou qui disent oui, mais enfin, la vie est dure, là, là, là. Et je dis, moi, j'aime écouter les histoires de personnes comme Philippe Croison, par exemple. Donc je cite tout le temps ton histoire, et dans la vidéo que j'avais vue, donc moi, je savais 3 fois rien de toi, hein, là, j'ai appris tout sur scène, mais dans cette vidéo que j'avais vue, tu parlais carrément de quitter cette planète, genre t'as contacté, enfin confirme-moi si c'est bien ça, ou qu'est-ce qu'il en est de ça, mais tu avais contacté Elon Musk quand même. Exactement, enfin c'est parti au début d'une boutade, et je dis à mes followers, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. C'était une blague. Et sauf que je fais ça pas en 2 mois, je fais ça en même pas 2 semaines, et ce qui fait que je fais un tweet à Elon Musk, je dis salut Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, envoie-moi dans l'espace. Et je mets 4 photos, soit en parachute, la plongée, la natation et le Dakar. Et j'envoie le tweet. Et là, tout le monde se moque de moi une nouvelle fois. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, il me dit, écoute Philippe, quand Starship est prêt, je peux t'envoyer dans l'espace. Et là, je lui réponds, je dis, écoute Elon, si c'est vraiment toi, écris-moi un message privé. Et là, il m'a écrit un message privé. Et là, je lui dis, maintenant, si c'est vraiment toi, donne-moi ton adresse mail. Il m'a donné son adresse mail. Et quelques semaines après, parce que moi, s'il y a un message que j'ai envie de faire passer là maintenant aussi, c'était, restez vous-même. N'allez pas créer un personnage. Si vous créez un personnage, vous allez être malheureux toute votre vie. Moi, je suis Philippe. Quand je rencontre le président de la République ou n'importe qui ou Elon Musk, il rencontre Philippe. Je vais être très sérieux, mais dès qu'il y a une connerie dans ma tête, je suis obligé de la dire. Je ne peux pas la garder pour moi. Donc, j'ai raconté plein de conneries à Elon Musk, ainsi de suite.
Et quelques semaines plus tard, il me dit écoute, faut que tu viennes à Cap Canaveral. Il y a Jared qui va décoller. Je veux que tu viennes avec Susanna. Et il nous a invités pendant 12 jours à Cap Canaveral. On était au décollage, on était à l'amérissage et ainsi de suite. Et en repartant, ils m'ont dit écoute, quand Starship est prêt, on pourra travailler dans l'espace. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le garçon a un peu brillé et on n'est plus dans la même image. Donc on n'est plus dans la même éthique et voilà, l'aventure s'arrête là. Je n'irai pas plus loin. Ouais. Ok, donc tu sais aussi prendre une autre direction quand ça ne correspond plus à... Voilà, d'accord. J'avais un petit message pour tous ceux qui écoutent ton podcast, c'est oser. Oser, s'il y a marqué interdit sur la porte, allez l'ouvrir. Franchement, n'ayez pas cette phrase qui est affreuse et ridicule. Merde, si j'avais su. Vous le savez, c'est votre éducation, c'est votre peur et votre doute qui vous ont freiné pour ouvrir cette porte. Mais allez l'ouvrir et allez à la rencontre des gens, osez demander un coup de main. Et ça fonctionne. Bien sûr, dans mes aventures, quand je demande des coups de main, il y en a 100. Quand je vais voir 100 personnes, il y en a 1 sur 100 qui va dire oui. Mais je ne me décourage pas. Je vais le trouver, celui-là qui va dire oui. Je vais aller le chercher. Et ça fonctionne. Donc, à vous de jouer maintenant. Exceptionnel. Merci, merci, merci. Bon, voilà. Je ne pouvais pas terminer cet épisode de podcast en vrai sans revenir encore une fois vers toi. Parce qu'alors là, c'était si intense. Moi, comme j'ai dit au début, j'attendais tranquillement que les livres ils arrivent. Et puis, je savais que quand ils seraient là, ça serait quand même assez intense parce qu'il y a quand même un certain nombre de livres à donner aux gens qui l'ont commandé en pré-vente. Et ça, j'ai trouvé tellement génial, en fait, sous ce soutien et cet enthousiasme. Moi, j'étais prête dans les starting blocks à attendre que le livre arrive, que j'aille le chercher, que je le distribue. Enfin, voilà, je savais que ça m'occuperait bien. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce week-end à Orléans qui se place en plein milieu, quoi. Alors, cette journée de samedi, c'était absolument exceptionnel, quoi. Toute la journée, j'ai profité des conférences, des ateliers. Il y avait les conférences dans une salle et puis dans l'autre, il y avait des gens comme ça qui avaient installé des livres. Il y avait des maisons d'édition avec leurs livres et il y avait comme des stands un peu, mais principalement des livres. Et alors, dès que je suis arrivée, Cécile, elle m'a dit prends une table, va t'installer, vends tes livres. Et moi, bien sûr, j'en ai toujours dans mon sac à main. J'en avais 5, 2 du premier tome et 3 du nouveau qui étaient fraîchement arrivés. Et puis, je ne m'attendais pas trop à ça, mais voilà, j'ai vraiment profité un maximum de tout ce qui s'est passé dans la salle. Puis pendant les pauses, je venais à la table et puis j'ai quand même vendu quelques livres, ce qui était assez drôle. Mais surtout cet entretien avec Philippe Croison, c'était quand même le clou du spectacle. Quel enthousiasme ce gars. Là, on est mercredi matin et j'ai pas vraiment encore atterri. Plus j'y pense et plus je suis inspirée par ce monsieur. Quand même, il était là toute la journée avec nous dans la salle et avec les gens qui ont organisé. Il a fait une table ronde le matin. Ensuite, il a fait la conférence en fin d'après-midi de 5h à 6h30. Puis vraiment, il a tout donné, quoi. C'était intense. Et ensuite, il a fait ses dédicaces. Ensuite, il a encore accepté de me parler. J'ai vu qu'il a parlé encore avec une autre personne. Après, je ne sais pas si elle était aussi journaliste ou quelque chose, ou s'il a juste parlé comme ça avec elle, mais assez longtemps aussi. Et quelle générosité, et quelle joie de vivre, et moi, j'aurais pu parler, bien sûr, beaucoup plus longtemps avec lui. Je ne voulais pas non plus abuser de sa gentillesse, en fait. Et je pensais bien qu'il devait être quand même assez fatigué. Enfin bref, c'était magnifique. Et alors, hier, j'ai eu la visite d'une de mes sœurs qui habite à Bulle. Et je ne sais pas pourquoi on a commencé à parler de lui. Et comme il a mentionné là son émission sur YouTube, Nager au-delà des frontières, on s'est mis à regarder ça. Et vraiment, je peux que t'inviter à aller voir cette vidéo. Bien sûr, il y a le lien dans la description là. Mais vraiment, c'est magique. Donc là, c'est quand il a relié les 5 continents à la nage, qu'il y a eu ce documentaire qui a été préparé. C'est vraiment, vraiment magique à regarder. Quand on n'a peut-être pas trop le moral ou qu'on a besoin d'être rempli d'amour et d'enthousiasme. Voilà. Sinon, ce week-end, il s'est poursuivi par... j'ai tenté de monter l'épisode de podcast rapidement dimanche matin, mais j'arrivais pas à le terminer. Je pense que c'est parce que j'avais besoin de compléter
encore un petit peu l'épisode et revenir vers toi comme je le fais maintenant. Donc c'est de nouveau 6h du matin, je suis au bord de la Trême. Donc c'est là que je viens faire mon tai chi maintenant tous les matins. Ça, je crois que j'ai pas encore raconté, mais je complète ma balade du matin par du tai chi habituellement ici au bord de la Trême. Je trouve ça juste exceptionnel. C'est à 300 mètres de chez moi, dans la nature, les arbres, la rivière. Enfin, j'adore. Mais ce matin, c'est pas tai chi, ce matin, c'est podcast. Et donc, je suis rentrée le dimanche après en Blablacar avec cette dame et sa fille qui avaient participé au mariage de... En fait, elles venaient pour le mariage de la sœur de la dame. Donc, j'ai refait tout le trajet avec ces 2 personnes dans la voiture. Et j'ai déposé à Genève. Et comme j'avais la chance de voir encore ma sœur de Genève lundi, eh bien, je suis restée encore dimanche soir à Genève. Et là, c'était aussi une rencontre exceptionnelle chez Annick, une dame que je connais, dans le contexte de la formation INEOS sur l'éducation financière. On est dans le même groupe. Et en fait, elle m'a invitée à dormir chez elle. On a passé une soirée absolument magique, vraiment magique. Et puis, quand j'ai vu donc, ma sœur le lundi, à midi, je suis rentrée dans l'après-midi en Gruyère, enfin avec mes livres, toute contente. J'étais, ouais, c'est vraiment cool. Et là, j'ai fait un petit message à Charlotte et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu pourrais venir faire une petite vidéo quand j'ouvre le carton ou un truc dans le genre, quoi, ça serait sympa. Et alors là, ça c'était sans compter sur sa créativité, son enthousiasme, parce que moi j'étais encore à Lausanne en train de rouler. Après déjà beaucoup d'émotions et d'intensité et de 4 jours exceptionnels. Et elle me dit, oui, mais on va faire quelque chose en nature. Et viens, on se rejoint dehors. Tu prends une table, tu prends des décorations, des plants, des là. Mais moi, je pensais rentrer un peu chez moi, tranquille. Même ça me fait rire, cette histoire de rester assise sur ma chaise, parce que vraiment, je trouve que c'est important et je le fais beaucoup. Mais là, j'étais pas beaucoup sur ma chaise ces jours-là. Et elle me dit même, mais je viens même pas chez toi. On se rejoint directement à l'endroit. Mais moi, je sais pas, je m'étais dit que j'allais peut-être aussi me doucher, me coiffer, me laver les cheveux, faire un petit brushing, moi, je sais pas. Mais non, il fallait partir tout de suite parce qu'en plus, comme c'était un peu tard en fin d'après-midi, il y a la luminosité qui commençait à descendre. Il faisait grand beau, c'est magnifique. Et voilà, c'était le feu d'artifice à continuer. Et on était faire ça sur les hauts de Marsens. Enfin, c'était vraiment un moment aussi clairement magique avec Charlotte. Et puis, hier, j'ai pas réussi non plus à finir l'épisode parce que j'étais trop impatiente d'informer tout le monde pour les livres. Donc, j'ai plutôt préparé ça, envoyé les premiers livres à ceux qui devaient partir à l'étranger et puis commencer la distribution. Et maintenant, je veux quand même que je finisse cet épisode, que je le monte et que je l'envoie. Je me réjouis tellement en plus que tu puisses le découvrir. Alors, voilà. Mais sauf que j'ai déjà pas mal de choses aussi sur le programme aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est top priorité quand même. C'est top priorité de finir ce montage et de te l'envoyer. Alors, je quitte le bord de la rivière et je file me préparer pour ma journée magique qui commence par un entretien d'enthousiasme dans une entreprise à 8h. Donc, j'ai le meilleur temps de bouger un peu. Et bien sûr, je me réjouis aussi pour ça. J'adore ces entretiens. Donc, waouh. Bon, allez, à tout vite. Et bien sûr, tu sais quoi ? Je t'envoie tout plein d'amour. Hein ? On finit jamais sans ça. Parce que ça, c'est quand même le plus important dans la vie. Bye bye, à bientôt.